I was always an unusual girl. Ces mots, extraits de l'un de ses nombreux monologues en chanson, résonnent comme une vérité brute dans l'univers singulier de Lana Del Rey. Dès les premières notes de Video Games, le monde a été plongé dans une mélancolie envoûtante, une esthétique à mi-chemin entre le glamour d'Hollywood et la nostalgie d'une Amérique rêvée mais brisée. Elle est cette voix grave, presque spectrale, qui évoque les chagrins d'amour avec une beauté désarmante, celle qui a fait de la tristesse une œuvre d'art. Née Elizabeth Woolridge Grant, Lana Del Rey n'est pas simplement une chanteuse. Elle est une icône générationnelle, une muse moderne, une énigme. À la fois fragile et puissante, elle incarne les contradictions de notre époque. La gloire et la solitude, l'amour passionnel et la douleur, la lumière des projecteurs et l'ombre des blessures intimes. En refusant de se plier aux normes imposées par l'industrie musicale, elle a bâti une carrière sur la sincérité, l'esthétique et la vulnérabilité assumée. Mais qui est vraiment Lana Del Rey derrière les fleurs dans les cheveux et les larmes dans les yeux? Comment une jeune fille, issue d'une famille aisée de New York, est-elle devenue la prêtresse d'un romantisme noir, adulé, autant que critiqué? Et que cache cette éternelle quête d'amour impossible qui traverse toute son œuvre comme un fil rouge brûlant? À travers cet article, nous vous invitons à plonger dans la vie fascinante de Lana Del Rey. Ses origines tourmentées, son ascension fulgurante, ses amours déçus, mais aussi ses réinventions constantes. Plus qu'un simple portrait, c'est une exploration intime d'une artiste qui a su toucher le cœur de millions de fans à travers le monde, non pas en criant sa vérité, mais en la murmurant. L'histoire de Lana Del Rey commence loin des paillettes et du chaos émotionnel de ses chansons. Elle voit le jour le 21 juin 1985 à Manhattan sous le nom d'Elizabeth Woolridge Grant. Son père, Robert Grant, est un investisseur fortuné dans le domaine technologique. Sa mère, Patricia, enseignante, quitte plus tard l'enseignement pour se consacrer à la gestion de la famille. À première vue, rien ne semble manquer à cette petite fille, élevée dans un cadre paisible, au nord de l'État de New York dans le comté verdoyant de Lake Placid. Et pourtant, très tôt, Elizabeth ressent un mal-être diffus, un vide existentiel difficile à nommer. Cette enfant, brillante et curieuse, se sent étrangère dans son propre monde. Tandis que ses camarades s'intègrent et s'amusent, elle contemple le silence, s'interroge sur la beauté et sur Dieu, se perd dans des rêveries d'une profondeur étrange pour son jeune âge. Dans cette ambiance domestique pourtant stable, elle grandit avec 2 frères et sœurs, Caroline et Charlie, mais son sentiment de solitude est tenace. Ce ne sont ni les murs de sa maison, ni les sourires de ses proches qui parviennent à combler ce vide intérieur. Vers l'âge de 14 ans, l'adolescente bascule dans une phase plus sombre. L'alcool devient rapidement un moyen d'évasion, une anesthésie douce contre la douleur du réel. Sa dépendance, bien que silencieuse à l'époque, est grave. Elle avoue plus tard avoir bu seule, en secret, dès son plus jeune âge, comme une manière de rendre la vie supportable. Ses parents, conscients du problème, l'envoient dans un internat strict du Connecticut, Kent School. Loin de ses repères, Lana vit ce déracinement comme une forme d'abandon. Pourtant, c'est dans cette période troublée que naît quelque chose de fondamental. Son lien intime avec l'écriture et la musique. Elle découvre le pouvoir thérapeutique de la poésie, s'essaie à la guitare, commence à griffonner ses premiers textes. La douleur devient matière première. Elle trouve dans la composition une forme de salut, de respiration dans un monde étouffant. Après avoir vaincu son alcoolisme grâce à une cure de désintoxication précoce, Elizabeth Grant quitte les internats et rejoint la ville de New York pour étudier la philosophie à l'université Fordham. Là, entre les cours sur la métaphysique et la lecture de penseurs comme Kierkegaard, elle continue d'écrire, de chanter dans les bars et de chercher sa voix. Mais cette voix ne suffit pas. Elle veut se réinventer. C'est alors qu'elle crée un personnage, Lana Del Rey. Le nom est un collage d'images et de fantasmes. Lana évoque la sensualité de Lana Turner, actrice hollywoodienne des années 50. Del Rey, quant à lui, est inspiré d'une voiture espagnole, symbole d'exotisme et de liberté. À travers ce pseudonyme, elle s'offre une seconde naissance, une incarnation plus grande qu'elle-même, plus glamour, plus tragique aussi. Elle dira plus tard « Je voulais un nom qui me fasse sentir comme une autre personne, quelqu'un que je pourrais admirer ». Cette transformation ne relève pas d'un simple coup marketing. Elle est profondément existentielle. Lana Del Rey est une réponse au monde d'une armure fragile mais éclatante. Elle ne cherche pas à séduire mais à survivre. Son style vestimentaire rétro, ses lèvres rouges sang, sa voix lente et dramatique deviennent ses outils pour naviguer dans une société trop brutale, trop rapide. Elle crée un monde parallèle, un univers où l'on pleure avec grâce, où l'on souffre en beauté. À la fin des années 2000, Elizabeth Grant, qui n'était pas encore Lana Del Rey aux yeux du grand public, traîne sa guitare et ses rêves dans les bars de Brooklyn, là où l'on croise des poètes désabusés, des musiciens en errance et des regards pleins d'espoir. Elle compose, elle chante, elle cherche.
Sous le nom de Lizzie Grant, elle autoproduit un premier album confidentiel, Lana Del Rey, aka Lizzie Grant, 2008, tiré à quelques exemplaires, sans aucune promotion sérieuse. L'accueil est tiède, voire inexistant. L'industrie musicale, dominée alors par des figures pop formatées et des tendances électro-festives, peine à comprendre cette jeune femme venue avec ses ballades lentes, sa voix de velours brisé, son style anachronique, trop mélancolique, trop lente, trop différente. Mais c'est justement dans cette différence que germe la promesse d'une révolution. Tout bascule en 2011. Une vidéo postée sans prétention sur YouTube, Video Game, devient virale. L'image tremble, floue, saturée de filtres vintage. La voix est grave, nostalgique, presque désespérée. La chanson parle d'un amour unilatéral, d'une femme qui s'efface pour l'homme qu'elle aime. Rien de neuf, peut-on penser, et pourtant, tout est là. L'émotion brute, le romantisme triste, l'élégance décalée, le monde découvre alors Lana Del Rey. Les réactions sont immédiates. Certains hurlent au génie, d'autres crient à la supercherie. Est-elle authentique? Est-elle fabriquée? Cette polémique accompagnera Lana pendant des années, mais au fond, peu importe, son univers est déjà bien en place. Elle ne ressemble à personne, elle s'impose avec lenteur mais avec force. Born to Die sort en janvier 2012. L'album devient un phénomène mondial, le mélange de cordes classiques, de beats hip-hop et de paroles crues emballées dans des mélodies langoureuses crée une signature inimitable. C'est le début du mythe. Dès ses débuts, Lana Del Rey propose une esthétique unique. Elle ressuscite les icônes du passé. Marilyn Monroe, Priscilla Presley, Nancy Sinatra. Elle chante l'Amérique des années 50 et 60, les motels, les bikinis, les drapeaux qui flottent sur fond de tragédie. Mais cette Amérique qu'elle évoque n'est pas un paradis, c'est une illusion qui s'effondre. Derrière les palmiers et les sourires figés se cache la solitude, la dépendance, la chute. Ces clips sont des courts-métrages mélancoliques, faits d'archives, de ralentis, de regards perdus dans le vide. Elle joue avec le feu, les flingues, les roses, les larmes. Elle sublime la douleur, elle devient l'icône d'une jeunesse désabusée, d'une génération qui ne croit plus aux contes de fées, mais qui continue de les chanter. Lana Del Rey ne cherche pas à plaire, elle cherche à raconter. Et ce qu'elle raconte, c'est toujours un peu la même chose. L'amour qui détruit, la femme qui attend, la beauté qui se fane. Chaque album de Lana Del Rey est une nouvelle confession, une nouvelle exploration de ses ténèbres intimes. Avec Ultraviolence, 2014, elle plonge dans une ambiance plus rock, plus brute. Le titre même, emprunté à Orange Mécanique, évoque la violence esthétique, la fascination pour la destruction. Honeymoon 2015 revient à des sonorités plus orchestrales, presque cinématographiques, tandis que Lust for Life 2017 tente une ouverture vers l'espoir, avec des collaborations plus légères, The Weeknd et de la A.P. Rocky, sans jamais quitter la mélancolie de fond. Mais c'est avec Norman fucking Rockwell, 2019, qu'elle atteint une maturité artistique saluée par la critique. L'album, produit avec Jack Antonoff, est plus dépouillé, plus vulnérable. Elle y chante des relations brisées, le désenchantement politique, la fragilité des liens. C'est un chef-d'œuvre d'introspection moderne. Lana Del Rey n'a jamais été une artiste consensuelle. Trop lente pour les radios commerciales, trop sensuelle pour les féministes puristes, trop sadcore pour les amateurs de hits joyeux. Elle est un paradoxe vivant. Elle attire autant qu'elle agace. Ses performances live ont souvent été critiquées pour leur fragilité, son absence de show, ses silences pesants, mais ses fans voient en cela la preuve de son authenticité. Elle ne joue pas un rôle, elle vit sa musique. En parallèle, elle devient une influence majeure. Des artistes comme Billie Eilish, Lorde, Olivia Rodrigo ou encore FKA Twigs citent Lana comme une source d'inspiration directe. Elle a ouvert une voie nouvelle, celle de la pop introspective, poétique, vulnérable. Depuis ses débuts, sous les projecteurs, Lana Del Rey a cultivé un mystère profond autour de sa vie sentimentale. Contrairement à d'autres pop stars, dont les relations amoureuses s'étalent dans les tabloïds, elle préfère les murmures aux déclarations publiques. Quelques noms ont néanmoins traversé les articles. Le photographe Francesco Carrozzini, le policier Sean Larkin ou encore le musicien Clayton Johnson. Mais jamais de certitude, jamais de continuité. Ces relations, souvent éphémères, s'éteignent comme elles sont apparues, dans le flou. Ce silence apparent est en contraste frappant avec la richesse émotionnelle de ses chansons. Dans ses textes, l'amour est omniprésent, envahissant, douloureux. Elle n'évoque pas une romance équilibrée, mais une passion qui consume, une dépendance qui détruit. Loin des contes de fées, elle dépeint des femmes prêtes à tout, à se perdre, à mourir d'aimer. Ce contraste entre pudeur privée et violence lyrique traduit peut-être la vérité la plus profonde de Lana. Elle vit ses relations plus intensément dans son art que dans la réalité. L'amour devient un mythe personnel, un théâtre intérieur qu'elle explore encore et encore. Chez Lana Del Rey, les chansons d'amour ne sont jamais sucrées.
Elles sont amères, tranchantes, parfois morbides. Dans Blue Jeans, elle chante un homme qui disparaît, qui l'abandonne. I will love you till the end of time, I would wait a million years. Dans Ultraviolence, elle murmure « He hit me and it felt like a kiss ». Une phrase qui a choqué, mais qui illustre sa fascination pour les relations toxiques, la confusion entre passion et destruction. Lana ne cherche pas à plaire, elle cherche à dire l'indicible. Elle ose explorer les zones grises de l'amour, l'attente, la jalousie, la soumission, l'abandon de soi. Dans Born to Die, elle résume cette philosophie. Let me kiss you hard in the pouring rain, you like your girls insane. Elle se sait excessive, instable, mais elle revendique cette intensité comme preuve d'un amour sincère, total. Ses chansons parlent de femmes qui aiment trop, d'hommes absents, d'histoires vouées à l'échec. Elle magnifie la douleur amoureuse, en fait une esthétique. Le cœur brisé devient une œuvre d'art. Lana Del Rey a souvent affirmé que sa musique était thérapeutique. Elle écrit pour comprendre ce qu'elle ressent, pour exorciser ses peurs, pour survivre. Chaque album est une lettre ouverte, chaque chanson un fragment de journal intime. Cette approche confère à son œuvre une profondeur rare. Ce n'est pas une pop star qui chante l'amour, c'est une femme qui interroge ses plaies. Dans Norman fucking Rockwell, elle évoque un homme narcissique d'un lien froid, qui l'ignore. Why wait for the best when I could have you? Dans Chemtrails Over the Country Club, elle explore la paranoïa affective, le désespoir tranquille. Je ne suis pas détraquée ou malheureuse, je suis juste sauvage. Avec Blue Bannister, elle atteint un sommet de vulnérabilité. Elle y parle de la fin d'un amour, de promesses trahies, d'un avenir effacé. À travers ses albums, Lana reconstruit son identité après chaque rupture. Elle ne cherche pas à oublier, elle transforme. La musique devient un lieu de métamorphose. Elle prend ses cicatrices et les recouvre d'or, comme une pratique japonaise du kintsugi émotionnel. Un thème central traverse l'œuvre de Lana Del Rey, l'attente. L'attente d'un homme, d'un appel, d'un amour qui ne revient pas. Cette attente devient presque religieuse, mystique. Dans Ride, elle incarne une femme libre mais seule. I'm tired of feeling like I'm fucking crazy. Dans Sad Girl, elle accepte son rôle. Elle joue un personnage dans un monde qui ne l'écoute pas. Ce romantisme tragique fait écho à des figures comme Edith Piaf ou Marilyn Monroe. Des femmes adorées, mais dévastées. Lana Del Rey s'inscrit dans cette lignée. Elle sait que l'amour peut tuer, mais elle y retourne toujours. Parce que dans son monde, mieux vaut souffrir en aimant que vivre sans passion. Mais cette image, elle la contrôle. Derrière la fille triste, il y a une artiste brillante, consciente de son pouvoir. Elle se met en scène, joue avec les clichés, les détourne. Elle est à la fois la victime et la narratrice, la femme qui pleure et celle qui écrit l'histoire. Depuis ses débuts fulgurants avec Video Games, Lana Del Rey n'a cessé de susciter les débats. Certains la voient comme une artiste révolutionnaire, une poétesse moderne, tandis que d'autres l'accusent de glorifier la passivité féminine, les relations toxiques, voire la violence conjugale. Les critiques pleuvent, parfois injustes, souvent passionnées. Ce clivage fait partie intégrante de sa légende. Elle ne laisse personne indifférent. En 2020, elle publie une lettre sur Instagram dénonçant les standards hypocrites du féminisme moderne. Elle s'y interroge. Pourquoi des artistes comme Beyoncé, Doja Cat ou Nicki Minaj peuvent-elles chanter leur sexualité librement, tandis qu'elle est systématiquement critiquée pour évoquer la douleur, la dépendance amoureuse, la soumission? Le débat fait rage. Beaucoup l'accusent de victimisation, d'autres saluent son courage. Mais au fond, Lana Del Rey n'a jamais prétendu incarner un modèle. Elle n'est ni militante ni moraliste. Elle est observatrice. Elle peint des portraits émotionnels, sans filtre, parfois dérangeants, toujours sincères. C'est précisément ce refus d'entrer dans les cases qui lui vaut admiration et incompréhension. Malgré les critiques, Lana Del Rey a bouleversé la pop musique. Avant elle, peu d'artistes osaient ralentir le tempo, plonger dans la mélancolie, embrasser la fragilité comme moteur artistique. Elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de chanteuses introspectives. Billie Eilish, Lorde, Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, toutes reconnaissent son impact. Elle a redéfini ce que signifie être une pop star. On peut être lente, douce, blessée et puissante. Son influence ne se limite pas à la musique. Son esthétique visuelle, entre filtres vintage, tenues rétro et références cinématographiques, a envahi Tumblr, Instagram et TikTok. Des millions de jeunes femmes se reconnaissent dans ses contradictions. Forte mais vulnérable, libre mais désillusionnée. Elle est devenue une muse générationnelle. Même ses collaborations témoignent de son rayonnement. On la retrouve aux côtés de The Weeknd, Taylor Swift, Miley Cyrus ou encore Father John Misty. Chacun cherche à capter une part de sa lumière sombre, de son aura intemporelle. Ce qui impressionne chez Lana Del Rey, c'est sa constance. Depuis plus de 10 ans, elle reste fidèle à elle-même. Tandis que d'autres artistes multiplient les virages stylistiques pour rester dans l'air du temps, elle poursuit sa trajectoire, imperturbable. Elle explore les mêmes thèmes, les mêmes douleurs, mais sous des angles toujours renouvelés.
Elle creuse son sillon, lentement, profondément. Même lorsqu'elle évolue, comme dans Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean BLVD 2023. Elle ne trahit jamais son identité. Elle ose des formats plus longs, des structures libres, des chansons quasi spirituelles. Elle transforme la pop en prière, en méditation, en confidence. Cette fidélité est aussi un acte de résistance. Dans une industrie obsédée par la nouveauté et la performance, elle incarne l'endurance, la lenteur, la profondeur. Elle rappelle que l'art ne doit pas forcément divertir. Il peut aussi consoler, questionner, déranger. Lana Del Rey n'est pas seulement une chanteuse, elle est un personnage, une œuvre vivante. Elle marche sur la ligne fragile entre fiction et réalité, entre confession et construction. Elle est à la fois Elizabeth Grant, la femme qui doute, et Lana Del Rey, la figure mythologique, triste et sublime. Cette dualité est sa force. Elle permet à chacun de projeter ses propres blessures, ses propres rêves dans ses chansons. Elle ne donne pas de réponse, elle pose des ambiances, elle ouvre des portes intérieures. En cela, elle touche à l'universel. Son héritage est déjà palpable. Qu'elle poursuive sa carrière encore longtemps ou qu'elle choisisse de se retirer un jour dans le silence, Lana Del Rey restera comme une figure essentielle de la musique du XXIe siècle. Non pas parce qu'elle a vendu des millions de disques, même si c'est le cas, mais parce qu'elle a capturé une émotion collective, un vide existentiel que peu d'artistes ont su mettre en musique. Elle a chanté la beauté du manque, la noblesse de l'échec, la poésie des amours impossibles. Et pour cela, elle appartient désormais à cette catégorie rare, les voix qui restent. Lana Del Rey n'est pas une artiste qu'on écoute distraitement. Elle est de celles qu'on ressent, qu'on traverse comme une saison ou une tempête. Elle chante les failles, les silences, les attentes. Elle n'a jamais prétendu guérir ses blessures, elle les a simplement transformées en art, les a tendues au monde comme un miroir brisé où chacun peut voir un éclat de lui-même. En retraçant sa vie, de son enfance feutrée aux bordures du chaos intérieur, de ses amours égarés à ses métamorphoses sonores, on comprend qu'elle n'a jamais vraiment cherché à être aimée du grand public. Ce qu'elle a voulu profondément, c'est être vraie. Vraie dans sa tristesse, vraie dans sa tendresse, vraie dans ses contradictions. Son œuvre est une longue lettre d'amour à ceux qui se sentent de trop, à ceux qui aiment trop fort, à ceux que la lumière aveugle mais que l'ombre rassure. Elle a donné une voix aux sensibles, aux romantiques déçus, aux cœurs naufragés. Et maintenant, que reste-t-il à écrire pour Lana Del Rey? Peut-être encore un album, peut-être le silence, peut-être une réinvention inattendue ou une disparition discrète. Peu importe, car son héritage est là, palpable, intime, infusé dans les cœurs d'une génération qu'elle a bercée de mélodies lentes et de vérités douloureuses. Lana Del Rey n'a pas simplement chanté la vie. Elle l'a pleurée, aimée, regrettée, jusqu'à la sublimer. Et vous, quand vous entendez sa voix, que ressentez-vous vraiment? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence et votre soutien comptent énormément pour nous. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Chaque like, commentaire et partage nous aide à grandir et à vous proposer encore plus de vidéos passionnantes. Laissez-nous votre avis en commentaire. Que pensez-vous du sujet? Avez-vous d'autres suggestions? Et surtout, restez connectés pour découvrir très bientôt nos nouvelles vidéos exclusives. Merci encore et à très vite.